Bien, avant de commencer, je voudrais vous présenter le successeur de M. Daventure, M. Alain Prorel, ici présent, que nombreux connaissent, je pense. Voilà. Donc, mais je vous en prie. Je voudrais dire le plaisir et l'honneur pour moi de siéger parmi vous dans ce conseil communautaire. Même si je suis que remplaçant, j'apprécie. Tout le monde n'apprécie pas être remplaçant. Merci. Bien. Donc, nous allons faire l'appel, si vous le voulez bien. Madame Nicole Guérin. Madame Dardenne est remplacée par Madame Guigli. Monsieur Éric Pétieux. Madame Guigli. Madame Bovetto est remplacée par... Monsieur Alain Prorel, absolument. Madame... non, ça c'est Madame Bovetto. Monsieur Dufour. Monsieur Yvon Aiguier est remplacé, lui, par Madame Guérin. Monsieur Martinez a donné pouvoir à moi-même. Madame Marchello. Monsieur Prorel. Madame Pételet. Monsieur Mohamed Jeffal. Madame Claude Jiménez a donné pouvoir à Monsieur Jeffal. Monsieur Grisca. Madame Valdener. Monsieur Monnier. Madame Mulac a donné pouvoir à Monsieur Monnier. Monsieur Vioujas. Monsieur Sevrez. Madame Forjoux. Monsieur Guglielmetti. Monsieur Guillermite. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Barnéou, Jean-Marius a donné pouvoir à Monsieur Vioujas. Madame Catherine Blanchard. Madame Martine Alire. Monsieur Galliano. Monsieur Perly a donné pouvoir à Monsieur Salle. Oui. Monsieur Salle. Monsieur Olivier Fonce. Monsieur Thierry Boucher, pardon. Présent. Monsieur Olivier Fonce. Monsieur Sébastien Fine. Présent. Madame Patricia Arnaud. Et Monsieur Perrineau a donné pouvoir à Madame Arnaud. Voilà. Oui. Alors, un secrétaire ou une secrétaire de séance, y a-t-il des volontaires? Très bien, Monsieur Salle. Ensuite, nous avons l'approbation du compte-rendu du dernier conseil communautaire. Y a-t-il... Monsieur Vioujas. Ce compte rendu passe sous silence toutes les péripéties qui ont suivi le vote de la délibération numéro 6. Nous sommes sortis de cette séance, la délibération n'était pas prise. Nous avons appris par la secrétaire de la DGS le lendemain que la délibération était actée. Tout cela est sous silence. Il me semble que ce cafouillage devrait apparaître. Est-ce qu'il y a eu un enregistrement oral de cette séance? S'il y a un enregistrement oral, vous devrez normalement le retrouver dans l'enregistrement. Vous l'avez écouté? C'est certain. Je ne l'ai pas écouté, mais c'est certain. Je ne vois pas pourquoi c'est pas là. Non, mais si c'est enregistré et si c'est sur le site, j'imagine que c'est sur le site, non? Ben, ça serait bien. Hein, je pense qu'à l'avenir, ce serait bien, puisque c'est enregistré, que ce soit sur le site, chacun puisse suivre les débats. On est sorti de la séance, la délibération... J'ai entendu, Monsieur Vioujas, j'ai entendu. Donc, on va reprendre le passage en question, et puis on le retraduira dans le rapport numéro 6.
Et c'est bien ça que vous souhaitez. Tout à fait. Bon. Que les faits soient tels qu'ils se sont déroulés. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Veujas. On n'a Mais je rien ne à doute pas, cacher. monsieur From, que si vous aviez été présent, ça se serait passé différemment. Mais les faits sont là aussi. Ça, si, ma tante, voilà. Je ne sais pas, peut-être. Bon, enfin, toujours est-il que on va vous donner satisfaction, on va reprendre l'enregistrement, et à l'avenir, les enregistrements seront mis en ligne sur le site de la communauté de communes. Comme ça, tout le monde, tout un chacun, pourra savoir dans sa commune ce qui se passe. On n'a rien à cacher, bien au contraire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Très bien. Sur... il y a des décisions qui ont été prises, qui sont présentées ou pas? Alors, la liste, elle est où? Voilà, donc, ah oui, c'est dans le préambule. Est-ce que concernant ce conseil communautaire, les comptes rendus des décisions du président, vous avez des questions sur ces décisions? Donc vous avez la liste. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décisions. Non? Pas de questions? Donc je mets à délibération ce compte rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. De même... Si? Non, mais je parle sur les décisions. Par contre, je vais revenir sur le compte rendu que je n'ai pas fait voter. Donc, sur le compte rendu, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Sur le compte rendu, on vote. C'est la question que je suis en train de poser. Vous n'avez pas levé la main. Donc, je reprends. Sur le compte rendu, y a-t-il des votes contre? Monsieur Veujas, il n'y en a pas d'autres. Et son pouvoir, bien entendu. Et en dehors de ça, tout le monde, il n'y a pas d'abstention? Si, monsieur Hermite. Ah non, mais on ne vous fait aucun reproche. Je vous demande qui. Voilà, quels sont ceux qui s'abstiennent, s'il vous plaît? Voilà, monsieur Hermite, madame Forjoux, monsieur Griska, monsieur Monnier et son pouvoir, bien entendu, et madame Valdener. Très bien. Bien, alors, nous allons maintenant voir les délibérations. Alors, la première délibération concerne la modification du tableau des effectifs. Là, vous avez eu un annul et remplace, j'imagine. Hein? Voilà. Il y a eu une erreur dans une rédaction, et donc on va vous la présenter. Tout le monde a eu cette feuille? Oui, c'était. D'accord. Très bien. Monsieur Fine, c'est à vous. Donc vous avez été destinataire d'une modification ce jour et vous l'avez devant vous. Donc concernant le tableau des effectifs, il a la création d'emplois non permanents, 4 pour la campagne printanière et 4 pour la campagne automnale comme chaque année, pour le piégeage des campagnols. Le coût généré pour cette opération est de 22 000 € à proratiser en fonction du nombre de jours. Donc c'est simplement une régularisation de ce qui se passe depuis de nombreuses années. Donc ça c'est concernant le piégeage. Donc l'avis de la commission AGF a été sollicité, a donné un avis favorable le 25 avril et le bureau en date du 18 mai a également émis un avis favorable. Le deuxième point, c'est concernant l'emploi non permanent au service valorisation et gestion des déchets. Donc la création de 6 emplois non permanents, donc non titulaires à temps complet pour 35 heures hebdomadaires pour une durée de 2 mois et demi, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, afin d'exercer les missions d'équipier de collecte, tripeur ou chauffeur. La commission AGF a émis un avis favorable, le bureau également. Donc on rappelle que c'est l'embauche de 6 saisonniers plus 2 lors des 3 semaines du Tour de France, mais ça c'était l'année dernière. Et je vous rappelle qu'il est obligatoire de délibérer pour chaque création d'emploi non permanent. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions concernant cette délibération, donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Monsieur Veujas et son pouvoir. Votre pouvoir. D'accord. Alors, donc,
Le pouvoir de M. Vioujas vote contre. Abstention, M. Vioujas. Pas d'autres. Et le reste, donc, est favorable. Donc, deuxième délibération concernant les ressources humaines, c'est toujours Sébastien Fine qui rapporte. Donc c'est concernant l'atelier des Beaux-Arts. Afin de pouvoir exercer les missions de l'atelier, nous avons besoin de recruter pour exercer des fonctions de modèle nu pour une centaine d'heures par an et pour exercer des fonctions de gardien de l'exposition de l'atelier intercommunal. Donc c'est des choses également qui se passaient les années précédentes. C'est simplement une régularisation. Donc il vous est proposé que les vacataires soient recrutés pour exercer des fonctions de modèle nu artistique sur la base d'un taux horaire de 20 € de l'heure, et que le vacataire exerçant les fonctions de gardien de l'exposition de l'atelier intercommunal des Beaux-Arts soit rémunéré sur la base d'un taux horaire correspondant au taux horaire du SMIC. La commission AGF a donné un avis favorable, le bureau en date du 18 mai également. Bien. Même vote. Donc, M. Jean-Marius Barnéou vote contre. Le pouvoir, M. Vioujas s'abstient. Et les autres votent à l'unanimité. Merci, en dehors de, bien sûr, de ce vote contre. Ah bon, c'est pas pourquoi. Concernant le service saisonnier de transport public routier sur la navette estivale de la Haute-Vallée. Pour cette saison, la communauté de communes devrait bénéficier d'un concours financier dans le cadre du PITER, le Cœur des Alpes, pour le volet mobilité, pour la mise en œuvre d'une navette hybride et services associés, c'est-à-dire communication, applications, smartphone, etc. Ainsi, afin de tenir compte des modifications apportées au cahier des charges, changement significatif du besoin et bénéficier de l'opportunité de ces financements européens, la communauté de communes a lancé une procédure de mise en concurrence par appel d'offres. Donc aujourd'hui, nous avons une réponse. On a une seule réponse, Résalp, puisque nous avons ouvert les plis la semaine dernière et analysé ces plis et présenté le projet, donc c'était hier, je crois, hier après-midi. Voilà, donc il y aura mise en œuvre de 9 navettes, dont une hybride. Alors l'hybride fera la liaison entre le parking de stockage qui est au pied de la route de l'Échelle et amènera les gens jusqu'au parking de Ville-Haute. Un dispositif régulateur et 5 agents d'accueil. Alors, le montant maximum était de 225 000. Alors, je n'ai pas le chiffre définitif. Voilà, merci. Donc, la société Résalp a répondu pour un montant de 224 960 hors taxe. Et du fait du montant qui dépassait légèrement le montant fixé, nous avons réduit de 2 jours les heures d'ouverture pour pouvoir rester dans l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on était prévu sur 40 jours et on est resté à 38 jours. Voilà pour l'appel d'offres. Donc une seule réponse, et cette réponse correspond à ce que nous attendions. Nous aurons donc en principe une subvention PITER, et puis dans la délibération suivante, on va voir que comme on augmente les tarifs, on devra avoir des ressources supplémentaires, et nous allons aussi faire des demandes bien sûr au conseil départemental pour cette navette, non pas dans le cadre du transport, mais dans le cadre de l'aménagement touristique et du respect de l'environnement. Et nous allons tenter quand même une demande au niveau de la région. Voilà, donc, oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme vous venez de le souligner, Monsieur le Président, on va solliciter des subventions et on espère vivement avoir des réponses favorables. Aucune certitude aujourd'hui pour les 3 demandes. Est-ce que si par hasard ces subventions n'étaient pas accordées ou moins accordées que ce qu'on espère, est-ce qu'on est capable de porter ces 230 000 euros tout seul, parce que enfin, ça ne fera pas 230 000 euros puisqu'il y a la billetterie, mais en tous les cas, on a parlé hier de...
Oui, mais qui est aussi aujourd'hui, voilà, Oui. en tous les cas, est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce que la collectivité peut porter le Vous financement savez comme moi ce qu'on a inscrit au niveau budgétaire, et pour l'instant au niveau budgétaire, on n'a pas inscrit Voilà. la totalité de la somme. Voilà. Donc on n'a pas pour l'instant, moi je ne peux pas vous donner de réponse pour le conseil départemental. J'espère qu'il couvrira comme l'année dernière à hauteur de la moitié du déficit, c'est-à-dire l'année dernière c'était 75 000 euros. Hein, pour chacun, pour la communauté de communes et pour nous. Voilà. Moi je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est vrai qu'il y a une interrogation. Mais voilà. De toute façon, là, aujourd'hui, on est dans la seringue. C'est-à-dire, soit on retire le piston et on ne fait rien, soit on fait avec le risque, effectivement, qu'on ne soit pas suivi par les collectivités que sont le département et la région. Et le Peter, éventuellement. Je partage et je pense qu'il faut faire la navette, mais je pense qu'il faut aussi quand même prévoir l'hypothèse qu'on n'ait pas les subventions attendues. Hein. Moi j'ai entendu le discours du département l'autre jour qui se positionne sur le pas de l'ours et on comprend. Hein. Aujourd'hui il y a une vraie difficulté et vous devez le savoir beaucoup mieux que moi. Hein. Forcément avec les finances départementales, on est quand même en droit de se poser la question de savoir s'ils vont abonder sur les autres dossiers autant que les années précédentes. Hein. Je suis dans l'incertitude comme vous. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Je dirais des bêtises, des mensonges. Donc, c'est pas mon style. Donc, on va attendre et on espère. J'espère, moi, que les 75 000 du département, on les aura. J'espère peut-être qu'on arrivera à séduire M. Muselier. Ben, voilà. Pour le reste, le Peter, en principe, on ne devrait pas avoir de problème. Je dis bien en principe, mais là aussi, ce ne sont que des hypothèses. C'est normalement inscrit et c'est normalement permis. Ça ferait une vingtaine de mille, je crois, 24 000 hein, de subventions. C'est ça. Mais bon, voilà, on est dans les hypothèses. Monsieur le Président, si vous permettez, comme dans toute rigueur budgétaire, nous n'avons pas inscrit dans le budget les subventions qui n'étaient pas actées. Donc celle du département n'est pas actée et le budget est équilibré. Donc on est en mesure de financer même sans subvention. Il serait quand même de bien vu qu'on les ait, bien sûr. Mais on l'a inscrit tel qu'il est, sauf les 75 000 du département qu'on n'a pas pris en compte. Voilà. Voilà. Vous avez l'information du financier qui a eu, avec beaucoup de sagesse, l'inscription sans les recettes éventuelles. Après, moi, je trouve que c'est un vrai souci parce que ça aurait été bien qu'on démultiplie ce type de transport, sauf qu'on ne sait pas faire. Financièrement, on ne sait pas faire. On a le problème partout. Dans tous nos territoires, on a ce problème-là. Et moi, je pense que c'est inquiétant pour l'avenir, justement, parce que l'argent public est rare. En même temps, on sait très bien qu'il faut arriver à développer le transport collectif. Moi, je trouve qu'on est un peu piégé dans ce truc-là. Hein. Et je ne sais pas. Pour l'instant, faut qu'on continue à chercher. Comment optimiser le plus possible, comment faire monter les gens dans les bus le plus possible pour essayer que ça nous coûte moins. Parce que la billetterie, elle rapporte un peu d'argent, mais le transport collectif reste très coûteux et malheureusement, on n'a en face pas de solution. Hein. On a essayé de développer les vélos électriques, parce que dans nos territoires, ça s'y prête et ça permet d'éviter le transport en bagnole. Ça ne résout pas tout, loin de là. Faut qu'on continue à réfléchir, qu'on essaie le plus de faire ensemble, mais pour autant, là, en l'occurrence, on fait ensemble, mais je sais pas. On a évoqué ensemble les autres besoins. Effectivement, il n'est pas incohérent de penser qu'on a besoin d'une ligne de bus la Grave-Névache. Hein. L'été, ça semblerait quelque chose d'abord de cohérent dans la demande, et puis quand on voit la circulation en été, les bouchons, on se dit que ce serait pas mal de réfléchir à cette dimension-là. Hein. En tous les cas, c'est un périmètre, et puis d'autres. Hein. Enfin, la réflexion, on peut l'avoir. On sait très bien comment elle se conclut. Le problème du transport, comme vient de le dire Pierre Leroy, c'est un coût. Et qu'à un moment ou un autre, alors si on prend la compétence transport, ça fera très plaisir à la région, parce qu'elle fait certainement
elle reçoit plus que nous ne recevrons, parce qu'aujourd'hui, il y a des avantages pour la région que nous n'aurons pas en termes de transport, ça c'est clair. Après, si vraiment la communauté se déclare favorable à la création de lignes permanentes ou semi-permanentes, ben, ça veut dire qu'en face, il faudra mettre les finances qui correspondent. Voilà. C'est un problème de choix politique que nous aurons à faire en fonction de la volonté des uns et des autres. Moi, je rappelle que sur Briançon, aujourd'hui, le transport, c'est environ pas loin de 900 000 € par an, moins les aides qui sont apportées par la prime des entreprises, ce qui fait à peu près de l'ordre de 400 à 500 000 qui restent à la commune. À partir du moment où on fait un réseau, comme le délégataire du réseau fait payer le kilométrage, le problème il est vite vu. Donc on peut faire autant de choses que l'on veut. On voit bien ici que la navette qui va durer 38 jours, elle va coûter au total pas loin de 250 000 €. Voilà, donc avec une cadence qui est de l'ordre toutes les 20 minutes, je crois. Voilà. Tout est possible. Monsieur le Président, Oui, bon, avant de penser au bien-être de ceux qui viennent nous visiter exceptionnellement, parce que je sais, en tout cas j'en connais le prix, il faut peut-être, si on doit s'accorder politiquement sur ce qui est un réseau de transport, il faudra d'abord penser à ceux qui travaillent chez nous et qui n'ont pas la voiture pour y aller. C'est simple. Quand je vois ce qu'on dépense dans mon jeune œuvre, vraiment, pour faire en sorte que nos saisonniers, parce qu'il faut bien qu'ils travaillent, et en tout cas on en a besoin pour différentes raisons, parce qu'on a besoin parce que ce sont des vrais professionnels, on a besoin parce qu'ils sont des chefs de famille, hommes ou femmes, c'est pas ça la question, et au bout du compte, je souhaite qu'on intègre vraiment, et je vous en ai parlé à défaut de récemment, quand on évoque, même si c'est pas le sujet du jour, j'entends bien, l'ascenseur valéen dont on pouvait parler, qui sans apporter toutes les solutions qu'il convient pourrait concourir néanmoins à faire un compromis entre ce qui est le tourisme, dont j'entends parfaitement qu'il ne doit pas dénaturer notre cadre de vie, et la vie sociale dont il faut qu'on la maintienne, parce que si on ne la maintient pas, c'est notre activité économique qui fera que notre Briançonnais, non pas se cassera la figure, on n'est pas là dans une situation de catastrophisme, en tout cas qui n'atteindra pas la plénitude des objectifs dont Pierre Leroy vient de détailler ce qu'il en pense et que je soutiens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Enfin, je crois que quel que soit le mode de transport, que ce soit un mode de transport filaire ou que ce soit un mode de transport par car ou autre, de toute façon c'est un coût. C'est un coût qu'il faut intégrer, prendre en charge et donc assumer la ressource. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on a fait une extension du périmètre du transport urbain sur Villars et où ça marche très bien. Il y a aussi une extension partielle, en tout cas sur le Clos du Vas, mais qui fonctionne moins bien, puisque là on n'est pas en système permanent, mais on est dans du transport à la demande, avec toutes les problématiques que ça pose. Après, je crois qu'on peut essayer, soit en interne, c'est-à-dire par exemple prévoir dans la vallée et puis après faire un changement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Briançon, on ne peut plus aller plus loin. Sinon, on change l'économie de la délégation initiale et donc on est attaquable immédiatement. C'est regrettable puisque avec Saint-Chaffray, il y avait un projet depuis longtemps et il faudra trouver d'autres éléments pour essayer de faire que cette liaison puisse se faire malgré tout. Mais bon, ça n'est pas simple, mais on peut y arriver. Et il se trouve en plus qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir des gens qui sont dynamiques, qui sont en capacité certainement de nous faire des propositions. Et donc, moi, je suis assez optimiste, mais là aussi, après, il y a toujours le problème à un moment du financement. Bien. Ceci étant, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Les deux voix, M. Vieujas et son pouvoir. Très bien. M. Olivier Fons va nous parler justement encore du transport de la Clarée.
mais sous l'angle financier. Voilà, dans le même ordre d'idée, donc au niveau des recettes, c'est la fixation des tarifs de la navette estivale de la haute vallée de la Clarée. Donc juste un petit historique, donc depuis 2003 dans le cadre de l'opération Grand Site, et afin de limiter les nuisances liées à la forte fréquentation automobile du site classé de la vallée de la Clarée et de la vallée étroite, un système de transport en commun sous forme de navette assure cette mobilité. Depuis 2017, la communauté de communes a la maîtrise d'ouvrage de l'opération par convention de délégation de compétences avec la région. Vu cette délégation de compétences et d'organisation de services non urbains réguliers entre le conseil régional PACA et la communauté de communes du Briançonnais, qui a été conclue en février 2018, vu la nécessité bien évidemment de fixer maintenant les tarifs qui sont appliqués aux usagers du service, les avis favorables de la commission TEDD en date du 15 mai 2018 et du bureau exécutif en date du 18 mai 2018, on est appelé donc à valider ces tarifs qui sont proposés comme suit. Donc sur les tarifs de la navette Haute-Vallée de la Clarée sur le parcours vers ou depuis la Haute-Vallée, 3 € le trajet simple aller, 4 € l'aller-retour, 18 € le carnet de 10 tickets, de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, les guides et accompagnateurs sur présentation de leur carte professionnelle, de préciser également que dans le cas particulier du trajet Roubion, Ville-Haute et Ville-Haute-Roubion, le service est gratuit et les usagers sont autorisés à circuler sans ticket, et précise que les conditions tarifaires fixées seront applicables au 15 juillet 2018 et qu'elles pourront être modifiées par toute nouvelle décision. Donc vous êtes appelé à en délibérer, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Vous disiez tout à l'heure que tout service public a un coût. Et je souligne avec bonheur, on va dire ça comme ça, qu'afin de limiter l'autofinancement de la communauté de communes qui s'élevait à 83 745 en 2017, le recette accès était proposé de faire évoluer la grille tarifaire de la manière suivante. Et vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, qui utilise le trafic paie. Voilà, c'est pas celui qui ne l'utilise pas à qui il faut faire supporter. Et il n'en peut mais, bien souvent, vous savez. Je vais souvent sur ce principe et j'y reviens très simplement, j'allais dire de manière conviviale, sympathique, mais il faudra qu'on entende. Je regarde Jean-Louis parce que je souhaite qu'il procède avec moi de cette réflexion. Il faudra qu'on tente à faire en sorte que le coût du trafic concerné soit payé par ceux qui l'utilisent et pas par ceux qui ne l'utilisent pas et qui ne savent même pas que ça existe. Voilà, Monsieur le Président, c'est simplement une observation qui tente aujourd'hui à se généraliser parce que je vois chez nous, dans une activité touristique qui est la nôtre, aujourd'hui, il y a l'occasion de faire des cadeaux du matin au soir sous le prétexte qu'on veut avoir une image de marque. D'ailleurs, qui ne transporte pas, bien souvent. Parce que c'est jamais à l'heure, c'est jamais le temps, c'est jamais le bon quart, c'est jamais le souci, c'est jamais ça. Ceci dit, c'est pas aussi simple. Je crois qu'il sera toujours difficile, et on le voit au niveau de la région, on l'a vu au niveau du département, d'arriver à un moment à un équilibre entre le coût et la prestation. Voilà. Alors qu'on s'en rapproche et qu'on fasse payer effectivement un peu plus à l'utilisateur, il n'empêche que l'objectif, c'est, dans la plupart des cas, c'est quand même de diminuer les nuisances. 2, c'est de pérenniser un environnement. Quand on est dans la Haute-Vallée, c'est sûr que si demain on laisse à nouveau 3000 voitures monter dans la Haute-Vallée, on sait ce que ça va donner en termes de dégradation du territoire. Donc, effectivement, actuellement, là, il n'y a pas de demande expresse de la plupart des gens qui montent dans la Haute-Vallée de monter dans un car. C'est nous qui les y forçons. C'est-à-dire qu'à partir de 9h du matin, parce que c'est un point qui a peut-être échappé, mais avant on ouvrait à 10h du matin, maintenant on va ouvrir à 9h du matin. Donc forcément, on va contraindre plus de gens à prendre le bus que ça n'était le cas jusqu'à présent. Donc, j'entends bien ce que tu dis par rapport à faire payer l'usager. Il n'empêche qu'à un moment, l'usager,
il a peut-être envie de prendre sa voiture parce qu'il a des habitudes et que nous, on n'a pas envie que cette habitude, elle soit continue. Pareil pour les routes. Si demain, pour Montgenèvre, on améliore le transit et l'acheminement des gens par du filaire, par exemple, c'est sûr que ça va soulager la voirie, qui pose des problèmes aujourd'hui, et que donc moins il y aura de voitures sur cette route, et mieux on s'en portera, et plus les gens iront en sécurité en haut. Mais je ne sais pas s'ils voudront mettre le prix de ce que représente la prestation pour amortir la totalité de l'investissement. Ça me semble difficile. Donc il faut qu'il y ait une réflexion effectivement de participation, mais à un moment, c'est difficile de faire tout supporter à l'usager. Enfin, il me semble, mais bon, on peut en redébattre. Oui, mais je reviens à ce que disait Pierre tout à l'heure. La limitation, c'est la charge de l'impôt sur nos concitoyens. Je veux dire, à partir du moment... C'est d'une simplicité absolue. L'ensemble des perspectives que tu décrivais me semble d'une noblesse à laquelle je veux attacher du prix. Non mais j'entends parfaitement, mais il faut savoir quelle est, parce que c'était ce que tu disais, si tu me pardonnes l'interprétation, qu'il faut se poser la question de savoir jusqu'où on va pouvoir continuer d'appuyer un tel service dont personne ne nie ce qui peut être la légitimité et puis le besoin. Mais dans tous les cas, j'en reviens, les besoins sociaux sont tels que des besoins autres, fussent-ils environnementaux, méritent d'être compatibles avec une fiscalité dont doit être en état, et tu le défends, et je le défends aussi, doit être maîtrisée, puisqu'on ne cherche pas à augmenter la fiscalité de nos concitoyens, et on a raison. Merci, monsieur. Là, en plus, pour ce cas particulier, moi, je trouve que c'est un service qui est quand même génial. Enfin, je sais pas si sans doute, certains d'entre vous l'ont pris, mais c'est un gros avantage par rapport à la bagnole, c'est que la voiture, on est obligé de revenir au même point, à l'endroit où est notre voiture. Alors qu'avec ceci, moi, quand je randonne dans la Clarée, donc le bus m'emmène à un endroit, je sais pas où je vais redescendre après. Parce que comme on est en transit sur la Clarée, il y a plein de chemins qui sont en transit, on peut redescendre au fond de la vallée en montant au début, ou le contraire, on va au fond, puis finalement on redescend, et moi je trouve que c'est mieux qu'en voiture. En plus, dans le transport, on a le temps de profiter du paysage, donc il y a un vrai travail aussi de pédagogie vis-à-vis des populations touristiques, parce que là, en l'occurrence, visiter la Clarée en bus et randonner grâce à ce système, on n'est pas obligé de revenir à l'endroit où est sa voiture. Moi, je trouve ça génial. Donc, ça a un coût. Oui, enfin, je veux dire, voilà, c'est normal que les gens payent. Et 3 €, c'est pas cher, hein. Franchement, vu le service, c'est pas cher. Le président. Oui. Oui, moi je crois qu'il y a un élément que la population et nous oublions trop, c'est le coût du déplacement en voiture. Donc on est tous en train de faire nos déclarations d'impôts en ce moment, et quand on voit les impôts, à combien ils estiment le prix du kilomètre, ça mérite quand même réflexion. Je crois que c'est 85 centimes d'euros pour une 7 chevaux. Donc ça veut dire que la navette de la Clarée revient moins cher à un touriste que s'il prenait sa voiture. Donc il y a... Et là, un vélo électrique est vite rentabilisé. On a vite fait de faire 2000 km dans l'année. Monsieur le Président, je continue de défendre mon transport filaire, enfin le nôtre. Non, mais j'entends que l'investissement est celui que vous avez dit, mais l'amortissement, il est trentenaire. Alors dès l'abord, et on le voit bien chez nous dans les stations, la première phase de ces opérations d'investissement, elle est quasiment exorbitante par rapport aux ressources qui sont les nôtres. Mais 30 ans après, quand on s'aperçoit ce qu'on a économisé de l'environnement, mais ça, justement, on n'en parle pas assez, ce qu'on a offert en confort habituel, la réduction des accidents, dont on ne maîtrise pas. Regardez le nombre d'accidents sur le col du Mont-Genèvre avec les motos, ne serait-ce que ça. Bien voilà. Donc par votre conséquence, au-delà de ce qui peut être une réflexion de cette nature, dont je reconnais qu'elle est simplement réactive, il faudrait faire une véritable étude sur le point de savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd à envisager ce type de transport avant de se dire on va faire des transports par car dont on connaît le coût, et le coût qui ne va faire qu'augmenter pendant les 30 ans concernés.
à fait l'avis de Guy. Je crois qu'à un moment, il ne faut pas que ce soit les résidents permanents qui payent en totalité pour les résidents en vacances. On le voit dans la vallée de la Guisane, nous, le coût de la navette est de plus de 500 000 € pour 5 mois. Cet hiver, faute de financement, et je pense que c'est toujours douloureux la première année, mais c'était une nécessité, il fallait en passer par là. Il me semble aujourd'hui qu'un touriste qui est capable de mettre un certain prix dans un forfait peut rajouter 15 € pour pouvoir circuler toute la semaine en navette. Alors c'est sûr que c'est douloureux la première année, mais il me semble que si on veut pouvoir garder de l'autofinancement pour faire des vrais services qu'on rend à la population locale aussi, eh ben, il faut que quand on va dans les Cinque Terre, il me semble qu'on paye nos déplacements, hein. Les déplacements sont pas gratuits et c'est pas pour ça qu'on n'y va pas. Donc à un moment il faut, et les parkings, et voilà. Donc effectivement le fait d'avoir augmenté, il me semble que 3 €, c'est pas un prix rédhibitoire et que c'était une très bonne chose. Et surtout qu'en plus, avec le ticket à 10, on est à 1,80, je crois. Hein. Donc voilà. On va pas dire que c'est cadeau, mais c'est pas cher. Voilà. Non, mais on est d'accord. Bien. Mais cette délibération au vote, hein, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc, Monsieur Finn va nous parler du CIS de la Grave. Oui, je crois. Donc le centre d'incendie et de secours de la Haute-Romanche. Vous avez lu la note, vous avez suivi, si vous assistez régulièrement au conseil communautaire, l'évolution de tout cela. Il se trouve que au cours de l'année 2017, les services, notamment des Bâtiments de France, ont émis des avis qui sont assez contraignants, notamment en termes financiers et en termes d'implantation de ce centre. L'implantation n'avait pas été choisie au hasard, je vous le rappelle, elle avait été vue en 2012 ou 2013 et elle avait été ciblée entre les deux tunnels de telle sorte à ce que les interventions puissent se réaliser soit par le départ de pompiers volontaires depuis la Grave ou depuis Villard-d'Arène. Donc le lieu d'implantation n'avait pas été choisi au hasard. Il se trouve que, étant dans un périmètre protégé, les Bâtiments de France ont demandé certaines modifications, notamment en termes paysagers. Et d'intégration de cette structure. Donc il faut la reculer dans le talus en fait, et il y a eu dans l'interstice des études qui ont été menées au niveau de la stabilité du terrain parce que comme vous le savez, sur ce secteur-là, on a eu des problèmes notamment au niveau de la déchetterie et on ne souhaitait pas que les mêmes choses se reproduisent. Donc pour reculer dans la butte, eh bien, il faut que l'on passe par l'acquisition d'un terrain supplémentaire. L'acquisition de ce terrain le prix demandé est de 5 € du mètre carré. Hors frais notariés, il se trouve que des négociations ont eu lieu avec le propriétaire. Ces négociations pour des échanges n'ont pas abouti. Et que pour pouvoir avancer sereinement sur ce projet, il faut qu'on en arrive à la procédure d'utilité publique. Donc c'est typiquement l'objet de cette délibération, c'est-à-dire de solliciter à Madame la préfète des Hautes-Alpes pour l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, la réalisation d'une enquête parcellaire conjointe à l'enquête préalable, et la mise en compatibilité du PLU de la Grave via la procédure de DUP, en portant mise en compatibilité du PLU. La commission TEDD réunie le 15 mai a émis un avis favorable, le bureau également. Donc il vous est proposé d'approuver le projet de réalisation d'un centre de secours de 4 travées pour une valeur de 1 527 259 avec le plan de financement qui vous a été fourni et de pouvoir lancer l'utilité publique. Voilà. Je précise pour votre bonne information que lors du conseil de centre de Serre-Chevalier, on a eu une conclusion de la part de M. Arnaud Murgia qui informe donc du démarrage des travaux du CIS La Grave courant de l'année. J'espère que ces objectifs qu'il a fixés seront tenus, mais nous sommes financeurs quand même aussi dans cette partie-là et maîtres d'œuvre.
dans cette structure, c'est que, comme vient de le dire Sébastien, les bâtiments de France nous obligent à des modifications d'implantation et même donc de construction, puisqu'il faut une paroi cloutée, et que normalement notre participation était de 374 000 environ, sauf que si nous n'obtenons pas de la DETR, c'est pas 374 000, mais 574 000, et là on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres, et donc on ne pourra pas réaliser si effectivement... Je trouve dommage, moi, mais bon, j'ai déjà dit souvent, que l'architecte des bâtiments de France ait des tels pouvoirs et qu'on ne puisse pas en discuter. Parce que c'est ça surtout qui est pénible, c'est l'absence de débat et de discussion. C'est péremptoire, c'est autoritaire, et ça n'est pas discutable. Et je trouve que les préfets, les uns après les autres, se soumettent facilement aux desiderata. Je prends toujours l'exemple de l'ancienne école d'infirmières de Briançon, où un architecte des bâtiments de France vous avait dit, si vous le vendez et qu'il y a une construction, vous raserez le dernier étage. C'était la condition sine qua non. Et puis est arrivé un autre architecte des bâtiments de France qui, lui, avait fait sa thèse sur les premiers sanatoriums. Et il se trouve que l'école d'infirmières était le premier sanatorium du Briançonnais. C'est-à-dire que la plateforme sommitale, c'était le premier sanatorium. Donc il a dit, il n'est pas question de raser. Il n'est pas question de raser. Donc vous voyez la cohérence. La cohérence. Donc c'est quelque part anecdotique, mais c'est enrichissant parce que franchement c'est lamentable. Et là, pour ceux qui ont été sur le terrain, et j'ai été sur le terrain avec Thierry, tu y étais aussi, je crois, avec Jean-Pierre et avec Sébastien, c'est n'importe quoi. Sous prétexte qu'il y a une petite chapelle, le surcoût c'est 300 000 €. Mais on le dit. Est-ce qu'on a fait un mémoire récursif ? Oui, bien sûr. Et j'ai écrit à Madame la préfète, on a déjà obtenu l'année dernière d'avoir un équivalent DETR pour compenser une partie sur une autre opération, je vous rappelle, Maison Blanche. Mais en plus de ça, avec cette augmentation, il nous manque encore 200 000 € que nous ne mettrons pas si l'État ne fait pas un effort. Donc on a demandé de la DETR, dont on espère, pour l'instant, on est sans nouvelles. Je ne sais pas d'ailleurs si toutes les communes ont reçu les arrêtés de DETR. Moi, officiellement, on sait, mais on n'a rien reçu encore, il n'y a rien de signé à ma connaissance. Hein. Le préfet me l'a confirmé ce matin. Oui, que ce n'était pas signé. Oui, oui. C'est officieux. Oui. Voilà. Bien. Voilà ce qu'il y avait à dire sur CIS. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Oui, Thierry. Donc il s'agit d'une convention à signer concernant la base de données orthophoto réalisée par l'IGN. Donc l'IGN a pour obligation de réaliser une photographie aérienne sur l'ensemble du territoire national tous les 3 ans. Donc c'est, comme vous le savez tous, riche en informations. Sur toute la précision de cette orthophoto va être de l'ordre de 20 cm. Donc ce qui fera vraiment de cette orthophoto un document de travail intéressant pour toutes les collectivités. Donc le montant estimé pour le département des Hautes-Alpes de ce document est de 66 000 € hors taxe. Donc au niveau financement, la région participe à hauteur de 30%, soit, je l'ai noté quelque part, 19 800 €. Le département pour 23 100 € et le reste est à la charge des EPCI. Donc une clé de répartition a été établie. Donc au niveau du Briançonnais, la participation est de l'ordre de 9,65% des 23 100 € restants, soit 4 458,60 €. Donc, bien sûr, cette orthophoto est à disposition de toutes les communes de la communauté de communes. Donc, c'est un document que l'on peut utiliser à notre guise parce qu'on l'a payé. Très bien. Pardon ? C'est par le biais de la Comcom ? Oui, c'est le cas de Géomass. En fait, ça va être intégré dans Géomass. Bien. Pas de questions sur cette délibération ? Prenez vos micros, parce que si on enregistre, il faut qu'on vous entende. L'intégration sera donc mise au courant de l'intégration sur Géomass.
Bien, donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, monsieur, oui, pardon, excusez-moi. Il y a Pierre Leroy qui m'a demandé la possibilité d'intervenir. J'en ai pas pour longtemps. Tout à l'heure, on parlait de transport avec les impacts du transport sur nos territoires. Ça fait maintenant 6 ans qu'il y a 2 caméras de vidéosurveillance à la mairie de Puy-Saint-André qui filment les 2 communes voisines. Donc en fait, on filme Villars-Saint-Pancras, ils ne le savent pas, ne leur dites pas, et on filme Saint-Martin-de-Carrière. Et en fait, l'objectif, ce travail se fait avec l'INRA d'Orléans, et on filme l'impact du changement climatique sur la pousse du mélèze. Donc en fait, il y a la moitié du mélézin de gauche et la moitié du mélézin de droite qui sont filmés 6 fois par jour depuis 6 ans. Et là, donc, on regarde en effet l'impact du changement sur cette pousse de mélèze. Et donc, est organisé le jeudi 14 juin, donc vous avez des affiches pour vos mairies, plusieurs conférences. Alors l'après-midi du jeudi, on va dans la forêt, à Villars-Saint-Pancras et à Saint-Martin-de-Carrière, pour voir sur place, parce qu'il y a eu aussi des plantations qui ont été faites pour voir justement cet impact. Et le soir, il y a 3 conférences d'une demi-heure, mais par des spécialistes qui ont l'habitude et qui sont très pédagogues et qui abordent ce sujet de l'impact du changement climatique sur nos forêts, pas que sur le mélèze, sur le pin Saint-Bro, sur les autres pins. Il va y avoir des scientifiques d'un peu partout, il y a des franco-suisses, il y a des gens d'Aix-en-Provence, des gens d'Orléans, des gens de Grenoble, et donc ce groupe-là fait ses conférences le jeudi soir, et le vendredi, là par contre c'est pas ouvert au public, le vendredi, l'objectif est de créer un pôle scientifique sur le territoire du Briançonnais. Alors, on ne sait pas si ça va se faire, mais au moins la commune de Puy-Saint-André, la communauté de communes et le PETR va mettre les scientifiques qui travaillent sur nos territoires autour de la table, avec l'objectif que s'ils se parlent, peut-être on arrivera à faire que leurs études soient mises en cohérence et peut-être créer ce pôle scientifique. On pense que c'est intéressant, et on en a parlé dans plusieurs commissions, parce que parallèlement, on travaille aussi sur le tourisme scientifique et environnemental. Donc là, il y a un travail qui est fait par le PETR, par la communauté de communes, et avec toutes ces structures scientifiques, donc le jardin alpin, la maison de la géologie, la maison du soleil, les mines de l'Argentière, les mines de Villars, etc. etc. Enfin, tous ces gens qui travaillent sur la science et le tourisme, on essaie de les fédérer et de faire que les structures qu'ils portent puissent mieux fonctionner, en particulier en période touristique. Donc voilà, moi je vous invite à venir le jeudi 14, parce que je pense que c'est des mecs qui tiennent la route. Ils viennent d'un peu partout en France. Cette affaire, ça va nous coûter, ça nous a coûté 50 €. Voilà. Tout le reste, on s'est débrouillé. On loge les scientifiques, il y en a 6 qui vont dormir chez moi. On s'est tout débrouillé pour que ça ne coûte rien. Ils font du covoiturage ensemble, c'est-à-dire les laboratoires se sont mis ensemble pour que c'est le moindre coût possible. S'il y a du monde jeudi soir, ça serait bien. Voilà. Et puis on vous expliquera les conclusions du vendredi, parce que j'espère bien que derrière, il y aura des suites. Donc oui, pour les communes, il y a des affiches. Là, si vous voulez en prendre, si vous les prenez, affichez-les. Voilà, parce que c'est mieux. Donc là, à la sortie, voilà, vous pouvez en prendre pour chacune des communes. On prend une. Je fais passer 2 paquets, puis vous prenez ce que vous voulez. Prochain conseil communautaire le 3 juillet.